Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis revenu pour répondre à l'une des questions qui m'a été posée dans les commentaires d'une ancienne vidéo. Le sujet d'aujourd'hui, ça va parler des causes des fissurations dans les bâtiments. En fait, c'est un sujet primordial pour l'ingénieur ou bien pour le technicien, soit en génie civil ou bien en géotechnique. Notamment, on va les appeler les expertises techniques lorsque le propriétaire d'une certaine structure, que ce soit un bâtiment ou bien un bâtiment industriel ou bien destiné pour habitation ou bien un bâtiment de bureau, s'il constate des anomalies en termes de fissuration dans ce bâtiment, il fait appel à une expertise technique qui est généralement réalisé par les bureaux d'études ou bien par les laboratoires. D'accord. La vidéo en fait va englober les causes primordiales des fissurations. D'accord. Donc on va se focaliser dans les fissurations des bâtiments et non pas d'autres types des anomalies ou bien des imperfections dans les bâtiments. Dans un premier temps, j'aime bien commencer par le point le plus critique qui se rencontre ou bien qui cause les fissurations dans les bâtiments. Ce point, il concerne l'hétérogénéité du sol d'assises sans recours aux longrines ni aux semelles filantes. J'ai bien précisé la dernière fois que lorsque nous avons un sol qui est hétérogène, un sol qui est différent pour le même ouvrage, il est important de mettre en place des longrines si cette différence est moyennement faible. Sinon, si nous avons une différence grande, très aiguë, notamment une roche dans une zone et nous avons un sol meuble de faibles caractéristiques géotechniques dans une autre zone, suite à la grande différence entre les caractéristiques géotechniques du sol d'assises ou bien des sols d'assises, donc on peut même aller recourir vers des semelles filantes, voire même des radiers généraux. D'accord. Donc le fait de ne pas mettre en place des longrines ou bien des semelles filantes, ça va risquer à ce que quelques fondations vont tasser différemment des autres. C'est bien clair. Donc j'ai bien précisé ce point lors des précédentes vidéos, mais j'aime bien le citer comme une cause primordiale qui va nuire ou bien qui va endommager le bâtiment. Donc une fois que nous avons des tassements plus accentués à la droite que pour les fondations qui sont fondées sur une roche ou bien un sol plus résistant, qui a une portance plus grande, donc ça va risquer à ce que on aura des fissurations qui vont exprimer ou bien qui vont traduire le fait que le bâtiment à la droite veut descendre ou bien a la tendance à descendre plus que les éléments structuraux qui résident à la gauche. D'accord. Donc en fait, c'est un exemple. Dans un deuxième point, j'aime bien parler sur la formulation du béton. Ça en fait, c'est un cas qui est très répandu. Lorsque nous avons un mauvais béton, ou bien un béton qui ne respecte pas la formulation dictée ou bien donnée par le laboratoire, donc on risque de construire ou bien de fabriquer un béton qui ne va pas atteindre sa résistance à la compression souhaitée ou bien attendue, d'accord? Donc ça, c'est une entrave majeure qui se répète pas mal de fois dans le secteur du génie civil. Parfois, il se peut que ça émane de l'entreprise, c'est-à-dire ils vont économiser un peu, c'est-à-dire en remplaçant du ciment par le sable, ou bien en ajoutant beaucoup plus d'eau pour augmenter le volume du béton, mais en fait ça va nuire la qualité du béton et ça va diminuer sa résistance à la compression. D'accord? Donc ça se répète pas mal de fois en fait, les gens d'entreprise, vu que le ciment est plus cher que le sable ou bien les graviers, elles cherchent à utiliser plus de gravier et de sable que ce qui est dicté dans la formulation, tout simplement. Sinon, si le contrôle est bien sévère, le contrôle de la part du laboratoire ainsi que de la part du bureau d'études, donc l'entreprise va se trouver bornée ou bien serrée, ou bien obligée à tout simplement respecter les choses qui ont été citées par le laboratoire. D'accord. Donc en fait, pour n'importe quel type de béton, il y a une formulation bien déterminée qui est donnée par le laboratoire. Une fois les gens, ou bien une fois le laboratoire a visité le chantier, il va prélever
des échantillons du gravier, du sable, ainsi que l'eau qui va être utilisée pour mélanger ce béton, ainsi qu'un sac de béton, de ciment, pardon, qui va être considéré comme le liant hydraulique entre ces éléments. C'est clair? Donc pour le béton en général, pour le béton de propreté, on ne va pas demander de grandes quantités de ciment, comme vous pouvez voir ici. Mais en ce qui concerne les fondations, eh bien tout autre élément structurel, donc ici, on va parler de grandes quantités de ciment qui vont jusqu'à 300 kg, à savoir 350. Je parle dans un tonne, c'est-à-dire dans un tonne de béton. Voilà la composition. D'accord? Ce n'est pas dans un tonne en fait, mais dans un mètre cube, pardon. Donc dans un mètre cube de béton, voilà la composition pour n'importe quel type d'ouvrage souhaité. Si nous parlons d'un béton de propreté ou bien d'un béton, d'un gros béton, je l'ai déjà en fait défini dans les précédentes vidéos. Donc ici, on ne va pas parler de grande résistance à la compression et du coup, la formulation va être plus ou moins légère. Mais lorsqu'on va parler des dalles en béton armé, donc ici, ça peut aller jusqu'à 40 mégapascales, alors que pour les linteaux, bien les poteaux, ça peut commencer de 25 jusqu'à 40. Pour les regards ou bien les murs de clôture, etc., ça peut varier entre 20 jusqu'à 30, etc. Donc en fait, la résistance à la compression précise, elle est donnée par le bureau d'études. Voilà, c'est une importance à la base de laquelle elle a dimensionné l'ensemble du bâtiment. Et bien sûr, c'est en fonction de sa destination finale. Est-ce qu'il s'agit d'un bâtiment qui va être logé ou bien habité par un ensemble d'individus bien déterminés, ou bien un espace bureau où nous avons beaucoup plus d'individus, ou bien une zone industrielle qui va recevoir de grandes machines et de grands bureaux, ainsi qu'un grand personnel, un grand nombre de personnel. C'est clair. Donc le bureau d'études, il cite, voilà la résistance à la compression que doit fournir ce béton utilisé pour cette structure. Et le laboratoire, après d'avoir prélevé les échantillons du chantier, donc il va donner à l'entreprise, voilà la formulation qu'elle doit respecter afin d'obtenir cette résistance à la compression. Par la suite, je vais parler un peu d'un problème que, en fait, j'ai parlé récemment sur ça. On fait le décoffrage avant le durcissement de béton des éléments structurants. La dernière fois, je n'ai parlé que sur les dalles, mais en fait, ça va pas concerner seulement les dalles, ça va concerner aussi les poteaux, les linteaux, les dallages, etc. Donc, si nous avons décoffré le béton, le béton armé avant que le durcissement soit atteint, donc obligatoirement, ou bien évidemment, on va obtenir un béton de faible classe qui ne va pas atteindre sa classe souhaitée. Et si nous avons bien sûr des charges qui vont s'appliquer après l'avoir décoffré, donc ça va risquer de créer des fissurations au niveau de ces différents ouvrages, que ce soit les dalles, ou bien les linteaux, ou bien les poteaux, ou bien tout autre élément en béton armé. D'accord? Donc le décoffrage, il est nécessaire de respecter les durées exigées. On sait très bien qu'après 28 jours, c'est là où nous aurons un béton durci complètement. Sinon, on peut décoffrer les éléments qui ne sont pas structurants. Euh, Là où nous avons des ourdis ou bien là où nous n'avons pas des éléments porteurs. D'accord? Par la suite, je vais parler un peu des éléments ou bien des surcharges, des éléments qui portent une surcharge sur les dalles. D'accord? Il se peut, il se peut que l'utilisant ou bien l'utilisant de ce bâtiment ou bien l'habitant de ce bâtiment a mis un objet qui est très lourd à la charge qui a été estimée par le bureau d'études. D'accord? Donc c'est un problème majeur. Il se peut que dans un bâtiment destiné pour habitation, les individus ont déposé un élément qui a une très grande masse, une gigantesque masse qui va nuire la dalle et qui va la pousser à fléchir. D'accord? Donc il va subir un mouvement de flexion et du coup ça va causer des fissurations énormes et ça va diminuer en fait l'aspect visuel comme ça peut avoir des effets néfastes. D'accord? Par la suite, ça peut même condamner le bâtiment et le laisser inhabitable ou bien une source d'un danger à ceux qui vont l'utiliser. Il y a aussi un problème qui se répète beaucoup, c'est en fait l'entreprise.
ça va concerner l'entreprise en fait. Les ouvriers de l'entreprise vont stocker les ourdis ou bien les agglos ou bien les sacs de ciment dans un endroit, dans une petite surface et du coup ça va en fait créer, on va tomber dans le cas d'un objet lourd qui a été déposé sur cette dalle, d'accord? D'accord, en fait le bureau d'études a dimensionné la dalle de telle sorte qu'il va recevoir une certaine charge par mètre carré. D'accord? Un certain poids par mètre carré. Sinon, si les ouvriers n'ont pas fait attention à ça, ils ont commencé à stocker soit les sacs de ciment, soit les agglos, soit les briques, etc., avec des quantités énormes, au lieu de les séparer ou bien au lieu de les répartir sur l'ensemble de la surface. Donc, ça va risquer de causer un mouvement de flexion au niveau de cette dalle. Aussi, il y a un problème majeur qui demande des essais ou bien des vérifications préalables, c'est le fait de mettre en place des objets tendus qui sont très lourds, comme les lustres en fait. Donc, j'ai pas mal de fois réalisé de tels projets sur les essais de chargement sur ces dalles. Il faut prévoir des essais de chargement dans ces dalles avant de mettre en place de tels objets lourds qui sont tendus. Sinon, ça va en fait jouer le même rôle qu'un stockage des agglos ou bien qu'un objet lourd déposé sur cette dalle. Sauf qu'ici, on aura un effet ou bien un sens inverse. D'accord, donc il faut éviter tous ces éléments ou bien tous ces poids lourds qui vont être exercer des charges énormes sur la dalle et ces charges elles sont supérieures à ce qui a été estimé par le bureau d'études. Par la suite, il y a un point qui est aussi très important, c'est le fait de couler le béton à haute température. En fait, ça ne concerne que les zones qui souffrent des hautes températures et surtout ceux qui dépassent, pardon, qui dépassent 40 degrés. Donc en fait, il y a une interdiction dans la plupart des CPS des pays dont les températures sont élevées, surtout pendant l'été. Donc, comme je viens de dire, il y a toujours des clauses qui interdisent le fait de couler le béton à des températures qui sont très élevées. Sinon, on peut recourir à quelques adjuvants qui vont retarder le durcissement du béton. Le fait de dire que ces adjuvants vont retarder le béton, ça signifie ou bien ça se traduit par le fait de laisser en place l'eau qui compose le béton, c'est-à-dire ne va pas subir une évaporation immédiate ou bien plus vite que le normal, d'accord? Donc en fait, ces adjuvants, ils résistent au phénomène de l'évaporation de l'eau, tout simplement. D'accord? Donc si le béton a été vidé d'eau avant, dans des durées qui sont très, très courtes, donc il se peut que la réaction chimique de durcissement ne va pas suivre son chemin idéal et du coup ça va endommager le béton, ça va pas le laisser atteindre son état final ou bien la capacité ou bien la résistance à la compression finale et du coup ça peut causer des fissurations par la suite. Et finalement, j'aime bien attirer votre attention sur un point qui est aussi important, c'est celui de l'absence du grillage en mortier au niveau des jonctures maçonnerie et béton armé. On sait très bien que le béton armé, il va se dilater, il va se restreindre en fonction de la température. En fait, le béton, il ne va pas avoir un volume qui est constant à l'échelle millimétrique ou bien microscopique même. Donc, une fois la température est très grande, le béton a tendance à se dilater. Une fois il fait froid, donc le béton a tendance à se restreindre. Et du coup, ces mouvements de restriction et de dilatation, ils vont le laisser, ils vont bien sûr créer des fissurations entre ces jonctures avec la maçonnerie. D'accord? C'est pourquoi en fait il faut toujours prévoir des grillages avant de mettre en place le mortier. D'accord? Donc en fait leur but c'est tout simplement de laisser la joncture du mortier rigide et ne va pas être fissuré par la suite. D'accord? Donc par effet de dilatation et de restriction, ce grillage va en fait empêcher le phénomène va empêcher la génération des fissures au niveau de ces jonctions. Donc voilà, en fait, comme je viens de dire, je n'ai cité que les causes primordiales. Il y a pas mal de causes
Ça peut même toucher la mise en œuvre du béton, la qualité des agrégats utilisés, la qualité du ciment utilisé. Est-ce qu'il a été stocké dans un endroit très froid ou bien il a été stocké pour une longue durée? Donc, il y a pas mal de sources ou bien pas mal de causes qui peuvent causer la génération des fissurations au niveau du béton. Mais en fait, je viens de citer ceux qui sont majeurs et qui se répètent beaucoup. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous et à la prochaine.